Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis l'Aigle. Et je suis Linkat. Et ceci est le Weeblycast numéro 12, les pépins du trépas. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la 5e histoire de la saison 6 de la série classique Doctor Who, The Seeds of Death. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur l'intrigue de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce podcast mois-ci, résumé de l'Aigle, suivi de l'équipe de production du casting pour ma pomme. On aura les trivia et les références par Linkat, les paramédias par l'Aigle qui nous parlera de Deimos et de Resurrection of Mars, et l'avis des intervenants sur l'histoire. Tout le monde parlera de ce qu'il a pensé de cette superbe histoire. N'oubliez pas que si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord de la team ou sur le forum. Sans plus attendre, laissons-nous ensemencer. Ensemencer. Ce que ça veut dire. Et c'est parti pour un résumé que l'on essayera bref. Nous voici à la fin du 21e siècle, et on y apprend quelque chose qui, en termes de construction d'univers, n'est pas des moindres. La course à l'espace a été subitement arrêtée par l'invention du Timat, c'est un téléporteur, au milieu de ce siècle. C'est donc un appareil de téléportation permettant la téléportation vers Mars ou la Lune en quelques secondes d'objets, d'humains, de nourriture, de matériel. Effectivement, c'est une invention extrêmement importante qui a mis un frein à la conquête spatiale, puisque maintenant, voilà, il y a juste besoin de se téléporter entre la Lune et Mars, et il n'y a pas besoin de faire grand-chose, quoi. Si on trouve des ressources sur une planète, on peut directement la ramener sur Terre en quelques secondes. Pour rappel, par rapport à la mythologie que nous propose la série, ça implique donc que le Timat, puisqu'il est dit que ça a été inventé au milieu du siècle, ça implique donc que le Timat a été inventé à peu près au moment des événements de The Waiter of Mars, l'épisode dans lequel la première colonie martienne explose, peut-être un petit peu avant, puisque Waiter of Mars se passe en 2059 quand même, mais ce serait étrange vu que dans Waiter of Mars, ils ont clairement pas de Timat, et que s'ils en avaient eu un, je pense qu'ils s'en seraient bien servis. Hein. Oui, on va dire ça. Donc, on peut donc dater l'invention du Timat vers 2059-2060. Ça reste le milieu du siècle. On dirait que ça passe. Sachant que tout a été rebooté avec le Big Bang, donc... alors, c'était pas encore... Le Big Bang n'avait pas encore eu lieu. Je sais, mais que maintenant, ça n'a plus aucune importance, puisque Moffat a dit que de toute façon, tout était... Alors, oui et non, puisque de toute manière... je vais pas en parler spécifiquement du Big Bang, mais c'est-à-dire que de toute manière, ça colle à peu près, donc voilà, c'est cool. D'accord, c'était juste une petite... Non, mais bien sûr. Tu peux reprendre. Mais tout à fait intéressante. Kill the Moon, qui explique que la Lune est un œuf. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Bref. Détruit l'ancienne Lune et en crée une nouvelle, ça se passe en 2049. Il était donc de mon devoir de vous rappeler que la Lune que l'on voit dans Seeds of Death, ainsi que dans The Moon Base avec les Cybermen, ne sont donc pas la Lune que nous connaissons, mais un nouvel œuf. Mais d'ailleurs, que nous dit The Moon Base? Il nous explique qu'ils ont créé leur base lunaire vers 2050. Donc en 2049, quand la Lune est renouvelée, et 2050, on construit une base lunaire. Donc c'est logique. Pour l'instant, ça colle. 2070, les Cybermen essaient de prendre contrôle de la base lunaire, et je crois pas qu'il y ait quelque chose qui contredit formellement l'existence des Timats dans cet épisode. Et donc la mythologie du 21e siècle dans Doctor Who semble plutôt coller. Je me demande, petite parenthèse, je me demande parce que, bon, pour Star Wars, il y a le Story Group qui essaie qu'il y ait une sorte de cohérence dans tout ce qui s'écrit. Je me demande s'il y a quelque chose comme ça pour Doctor Who. Est-ce qu'il y a une... Alors, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle The History of Human, qui est, en fait, techniquement, le livre part du principe que c'est le 12e Docteur qui a corrigé un livre d'histoire. Quand il était à l'école, à l'université. Il a corrigé un livre d'histoire en fait en disant la vraie histoire. Donc techniquement, il y a un petit peu de ça. On a aussi ça avec les
Time Lord, je crois. Donc on a quelques livres qui proposent en fait une certaine chronologie selon D'accord. la mythologie Doctor Who. Après, je pense que ce serait très intéressant et écrire ce résumé m'a donné vraiment envie d'écrire une chronologie de Doctor Who pour voir qu'est-ce qui colle pas explicitement, qu'est-ce qui colle, Tu comment risques est-ce que d'être ça déçu, pourrait c'est ça le être. problème. Oui, non, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup d'incohérences et puis de toute Attends. façon, tu l'as dit toi-même, Big Bang, tout va bien. Oui, voilà. De toute façon aussi, il y a le fait que le temps change, voilà, bon, bref. Donc, on arrive fin du 21e siècle, sans date précise avec The Seeds of Death, dans lequel le Timat a mis un frein considérable à la conquête spatiale, ce qui semble contredire The Waiter of Mars, puisque l'explosion de la base lunaire de Mars était censée avoir énormément inspiré la petite fille de la dame. Enfin, on peut supposer que ça a inspiré la fille, mais qu'à côté, les humains s'en fichaient de la conquête spatiale, hein, ça contredit pas forcément. Oui. Dans lequel, donc voilà, et les Ice Warriors vont à leur tour se servir d'un élément technologique inventé pour l'épisode pour prendre contrôle de la Terre. Que veulent-ils faire? Ils désirent téléporter des sortes de graines un peu partout dans le monde pour terraformer la Terre, la rendre habitable aux Ice Warriors, quitte à la rendre inhabitable aux humains et à des milliards d'autres espèces. Donc, grammaticalement, c'est pas terraformé, mais ce serait plutôt marsoformé. Exactement, je me suis fait plusieurs fois la réflexion, et je me suis dit que pour me faire comprendre, il va mieux que je fasse un énorme pléonasme. Ma tête. Je rappelle que dans Moonbase, il y avait aussi une histoire d'éléments technologiques inventés par l'épisode dont les ennemis voulaient prendre le contrôle. Il y avait une histoire de gravitron qui permettait de changer la météo. Et les Cybermen voulaient s'en servir pour détruire la Terre et éliminer tout danger. Mais même dans le Ice Warriors, ils se servent de... Ils veulent changer toute la météo aussi. Et justement, un appareil qui donc aurait été extrêmement utile aux Ice Warriors, donc. Je suppose que donc cette machine a dû être détruite, cachée ou placée ailleurs, puisqu'ils se servent pas du gravitron, ou alors j'ai manqué quelque chose. Voilà, donc ce qui expliquerait pourquoi les Ice Warriors entament un plan beaucoup plus compliqué, alors qu'ils avaient une machine faite pour. Lorsque le docteur, Jamie et Zoé se matérialisent, c'est sur Terre, dans un petit musée privé de collectionneurs, d'un vieux fan de voyage interstellaire, et par un heureux hasard, les hommes en charge de la communication avec la base lunaire arrivent dans ce petit musée privé pour retrouver le vieux monsieur et lui demander un service très difficile, remettre en route un vaisseau spatial pour se rendre sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu tout contact avec la Lune et que le Timat semble cassé vu qu'ils ne peuvent pas les rejoindre. Les Ice Warriors avaient alors déjà pris le contrôle de l'endroit, tué tous les rebelles et travaillé avec ceux qui s'étaient soumis à eux. Évidemment, le docteur et son équipe les aident, pas avec le TARDIS car trop imprécis, étant une machine à moitié cassée. Ils font donc un voyage entier vers la Lune qui manque d'être raté et découvrent la situation par eux-mêmes. Entre-temps, le Timat est réparé. Ouf, bah c'est pas grave, nous dans le vaisseau on a juste failli mourir alors qu'il suffisait d'attendre 3 heures pour que ce soit réparé. Super, merci. Kelly les a donc rejoints et c'est là que le plan des Ice Warriors devient plus clair. Malheureusement, malgré leur phase de Playmobil, les Ice Warriors sont beaucoup trop forts et le docteur et ses alliés doivent tous se montrer plus malins pour en venir à bout. D'autant qu'ils commencent déjà à mettre leur plan en préparation. Comme on le sait tous, le point faible des Ice Warriors est la chaleur et le but sera alors de les faire fuir avec. D'abord, ils essayent de faire monter le chauffage. Ensuite, il faut sauver la Terre de la terraformation, qui a déjà été lancée. Ils ont lâché une mousse qui doit changer l'atmosphère pour être similaire à celle de Mars. Donc, ils se rendent dans la station météo et l'objectif est de faire tomber une pluie qui détruira la mousse. Le docteur s'équipe d'une arme à énergie solaire pour tuer les Ice Warriors. Ça commence à devenir vraiment le bazar parce que le Timat fait à nouveau des siennes et a surtout besoin d'être opéré par un humain. Sauf qu'ils ont tué le traître et qu'ils ne peuvent plus l'opérer d'eux-mêmes, surtout avec leurs mains de Playmobil, c'est un petit peu difficile. Et alors que le doc essayait de s'enfuir, les Ice Warriors capturent le doc pour qu'il manœuvre le Timat. Mais heureusement, Jamie tue un Ice Warrior, une distraction suffisante pour que le docteur abatte le suivant, et ainsi de suite. Ils ont gagné par la force, mais aussi par la subtilité, puisque la pluie sur Terre a détruit la mousse qui devait aider à terraformer la Terre, marsoformer la Terre, et le Timat refonctionne à nouveau. L'épisode se finit sur les discussions entre les protagonistes qui se disent qu'il faudrait toujours avoir des fusées de secours à l'avenir,
Et sachant que la série nous a vendu une mythologie dans laquelle les humains ont conquis la galaxie, 3 options. Soit la conquête spatiale repart avec cet événement, soit l'épisode fait office d'une sorte d'énorme parenthèse temporelle qui aura certainement effacé avec les changements temporels. Ainsi, l'épisode n'a plus lieu d'être dans la chronologie qu'on connaît comme Enemy of the World. Ah oui, Enemy of the World, ça s'est passé en 2018, je vous rappelle, et de toute évidence, ça a été effacé. Soit, je sais pas, on n'a qu'à dire que c'était un rêve, voilà. Non, personnellement, je penche plus pour la première option, et la deuxième option peut-être en cas le plus extrême. Voilà. Sachant que tu nous as parlé dans l'épisode précédent du Webcast de Ark of Space. De Ark in Space, oui. Ark in Space qui pourrait être une bonne excuse pour reprendre les programmes spatiaux. Oui, mais c'est trop loin dans le futur. Ah d'accord. Ok. C'est trop loin dans le futur parce que ça se passe au 7e millénaire, alors que là on est à la fin Oui, du 21e siècle. D'accord, ça laisse pas mal de temps, t'as raison. Mais oui, tu as raison, enfin en soi ça aurait pu. Voilà. Et Très donc, bien. Du coup, je laisse la parole à notre cher Nopoman. Eh bien moi, donc je vais vous parler vite fait de l'équipe de production ainsi que du casting. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire pour cet épisode puisqu'on va retrouver au scénario Brian Ailes et Terrence Dix, donc le premier qui était scénariste de l'épisode de Ice Warriors, dont on parle dans le Webcast numéro 3, et Terrence Dix, punaise de lune, Terrence Dix, ok, qui était dont on parle dans l'épisode 8 du Webcast. Le réalisateur de cet épisode est Michael Ferguson, qui a dirigé The War Machines, et qui sera aussi aux commandes de 2 autres histoires, en saison 7 et en saison 8. Il s'est occupé également, à côté de Doctor Who, du célèbre soap EastEnders, qu'il a géré de 89 à 91, et dont apparemment il a laissé une trace indélébile, puisqu'il a écrit en tout cas 2 personnages qui sont parmi les plus aimés des spectateurs de cette série. Il faudrait peut-être que je regarde au moins un épisode pour connaître un petit peu, puisque ça a l'air d'être vraiment un gros truc en Angleterre. Et il me semble que Jenna Coleman a joué, enfin je pense que tout le monde a joué dedans à un moment de sa vie, mais en tout cas Jenna Coleman... il me semble que ça s'est arrêté il y a quand même plusieurs années. Ah bon? Ok, à vérifier. Enfin après c'est possible, hein. Elle avait joué dans un soap même avant Doctor Who, un soap plutôt science-fiction. Aussi? D'accord, ok. Bon. En termes de casting, on a donc Slar, qui est joué par Alan Benyon. Et donc Slar, c'est un des Ice Warriors. Et il rejouera des rôles similaires, pour ne pas vous spoiler, dans 2 autres histoires en saison 9 et en saison 11. Tout à fait. Merci pour la validation. On a Gia Kelly, donc, qui est jouée par Louise Pajot, donc c'est le personnage féminin de l'épisode. Elle a joué dans pas mal de trucs en Angleterre, puis elle est ensuite partie en Australie. Elle a une carrière là-bas. On a Brent, qui est joué par Rick Felgate. Lui, c'est intéressant parce que c'est le beau-frère de Michael Ferguson, donc c'est le beau-frère du réalisateur. Et donc ce Rick Felgate, il a aussi joué dans d'autres épisodes dirigés par donc Michael Ferguson, dont The War Machine, où il joue Roy Stone. C'est un des journalistes américains. Il y a un moment, il y a une sorte de conférence de presse avec un journaliste américain qui pose une question. Eh bien, c'est Rick Felgate. On a Osgood, qui n'a rien à voir avec le personnage de New Who, qui est joué par Harry Taube. T-O-W-B. Alors qu'il n'a rien à voir avec le personnage, je suis sûr qu'il y a des fanfictions qui disent que c'est un descendant. En fait, c'est la même chose. C'est un Time Lord et en fait, c'est une régénération. Non, mais un descendant. C'est le 3e personnage qui s'appelle Osgood dans la série, mais le premier qu'on croise. Merci. Fun fact. Voilà. Okay. L'acteur revient donc en saison 8. Tu as quelque chose, Link? Non, juste que les Osgood, moi déjà j'en connais une. Donc c'est sans doute normal, oui. Et donc en fait, celui-là, ça fait 2. Le 2e Osgood qu'on croise, c'est réellement pour le coup je sais plus si c'est le père ou le grand-père de la Osgood que vous connaissez en fait. Ah, d'accord. Ok. On a Radnor. Donc Radnor, c'est le chef de Gia Kelly, qui est joué par Ronald Leigh Hunt, qui a joué dans énormément de films. Il reviendra en saison 12 et il a joué dans The Omen aux côtés de notre cher Patrick Troughton. Ah oui. Il jouait qui? Comment? Il joue qui? Il jouait qui? T'as le prénom? Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas noté qui il a joué. Je suis pas sûr que ce soit un rôle important. On a le personnage de Phipps qui est joué par Christopher Cole, qui revient dans saison 9. Locke, qui est joué par Martin Cort. Martin Cort qui a joué dans Key of Marinus. Et dans Key of Marinus, apparemment, il a 3 rôles qui sont Vourd, un des guerriers, et Aidan. Je n'ai aucun souvenir de qui sont ces personnages, mais apparemment, ils sont tous joués par cet acteur. Vourd, c'est tout simplement... En gros, il s'est caché dans un costume de Horde, en fait.
Ah, donc c'est le Vurt, c'était le nom de la race. Oui, c'est ça. D'accord, la honte. Ok, bon ben voilà. Je me souviens plus de qui, je pensais que c'était son nom. On a Eldred. Eldred, donc c'est le vieux monsieur, comme tu l'as décrit dans le résumé. C'est vrai. Alors lui, deux choses intéressantes que j'ai notées par rapport à lui, c'était une personne qui a participé aux deux guerres mondiales. Il a été soldat pendant les deux guerres mondiales. Et il a joué aux côtés de Christopher Lee dans un des Dracula. Je pense que Christopher Lee a joué dans plusieurs Dracula. Oui, parce qu'il me semble que il me semble qu'il a joué plusieurs rôles dans l'univers de Dracula à différentes adaptations, tout comme il a joué plusieurs rôles dans Sherlock Holmes à différentes adaptations. Il me semble qu'il a joué Sherlock, il a joué Moriarty. Non, attends, il a joué Sherlock, il a joué Mycroft, il a peut-être joué Moriarty à un moment. Enfin bref. En tout cas, là, c'était un Dracula dans lequel il jouait Dracula. On a un garde de sécurité qui est joué par Derek Slater, qui jouera également un garde dans Invasion. C'était vraiment le truc, petite anecdote de rien du tout. Et alors, c'est un peu plus intéressant, Sir James Gregson, donc c'est le chef du chef, c'est le chef de Radnor qui est le chef de Jack Kelly. Il est joué par Hugh Morton, qui était, ce que je trouve intéressant, c'est que c'était le cousin de Anthony Eden, qui était le premier ministre britannique dans les années 50. Successeur à Winston Churchill. Oui, c'est lui. Tout aussi conservateur que lui. Si vous avez regardé la série The Crown, vous devez le connaître. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il apparaît. C'est lui qui a eu des problèmes de santé, si je ne m'abuse. Voilà, et pour finir, on a le Grand Marshal, le Grand Maréchal, donc le chef des Ice Warriors, qui est joué par Graham Lehman, qui a joué dans Macra Terror en tant que contrôleur et dans Fury from the Deep en tant que Price, et il jouera également dans la saison 8 et la saison 10. C'était à peu près tout, donc pas grand chose de vraiment intéressant, c'est aussi en termes de casting. Et donc je laisse maintenant la parole à notre très cher Linkat qui va nous parler des anecdotes. Alors, les anecdotes. Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez, donc en 1967, c'était la sortie de The Ice Warrior, premier du nom. Je suis pas né, j'étais pas né, non. Oui, donc tu n'étais pas là. Ah, moi j'en souviens bien. Toi t'étais là. Ok, donc tu te souviens certainement que c'était Brian Hayles, que j'espère que ça se prononce comme il faut, qui avait donc écrit The Ice Warrior. Et grâce à ce premier shot, on va dire, la BBC lui avait demandé en fait d'en faire une deuxième histoire avec les Ice Warriors. Ce qu'il a évidemment fait. Et c'était très pratique surtout pour la BBC parce qu'en fait tous les costumes d'Ice Warrior étaient déjà tout prêts, donc vas-y, on fait des économies. Il y a juste à... Oui. Voilà, alors le premier script avait pour nom The Lord of the Red Planet. Mais ça n'a pas vraiment plu à la production. Le script a été modifié, le titre aussi, pour en faire le Seed of Death que nous connaissons. D'ailleurs, The Lord of the Red Planet, j'en avais parlé dans le dernier Publicast, qui est devenu une Lost Stories. Oui, tout à fait. Et qui semble beaucoup plus intéressant que d'autres Lost Stories, comme par exemple The Space Prison, dont j'ai pu parler dans le dernier Publicast. Space Prison, qui était un truc extrêmement particulier pour sa politisation très bizarre. Écoutez l'épisode précédent. Écoutez l'épisode précédent. Oui. Annonce. Comme quoi tout est lié, même ici. Et maintenant, on va passer à un petit quiz. À votre avis, qui sait qui a eu une semaine de congé durant le tournage? Moi, je vote pour un personnage qui était allongé pendant tout un épisode et on ne voyait pas la tête. Oui, mais c'était qui? C'était le docteur, et il a même été doublé par un personnage qui... Enfin bref, vas-y. C'était effectivement le docteur qui a eu droit à sa petite semaine de congé durant le tournage lors de la 4e partie, ce qui explique en fait son enlèvement par les Ice Warriors. Mais le mieux, c'est qu'il tombe dans les pommes. Ah bah je me souviens qu'il tombe dans les pommes face contre terre. Ouais, bah oui. Faudrait que je vérifie alors, parce que du coup, mes sources seraient fausses. Mais c'est pas grave. Sources seraient fausses, mais bon, ce n'est pas grave. Je pense que c'est l'O3 qui t'a donné cette information. Ouais, c'est sûrement lui. On va le renvoyer au goulag pendant certains temps. Et le mieux, en fait, c'était que le fait que le docteur ne soit pas présent parce qu'il était, soi-disant, tombé dans les pommes, c'était en fait déjà prévu dans le script à la base. Quand le script avait été écrit, c'était prévu, tiens, le docteur aura sa semaine de congé à ce moment-là. Ah d'accord. Donc c'est vraiment...
une bonne manière de faire les vacances. Bon, maintenant tu vas C'est m'écrire le forcé. script, mais attention, Jamie, par contre, il sera en vacances là, donc voilà. On prévoit à l'avance, et c'est quand même pas mal que ce soit prévu à l'avance finalement. Et voilà, c'est déjà tout pour mes anecdotes. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup. Je repasse la parole avec les paramédias à l'Aigle. Oui, alors, ça y est, on est enfin dans le deuxième épisode des Ice Warriors, et je vais pas faire comme la dernière fois, c'est-à-dire de longues listes presque exhaustives de tout ce que vous pouvez trouver sans approfondir, mais si ça vous intéresse d'avoir une longue liste de tout ce que vous pouvez trouver, tout ce que vous pouvez trouver sans approfondissement, et bah c'est disponible dans le Weeblycast numéro 3, les combattants du gel, pour les Ice Warriors tout simplement. Aujourd'hui, j'ai décidé d'approfondir le sujet des paramédias en particulier, et je vais vous parler de deux choses. La première, la plus rapide, c'est ce qu'on sait de la suite des événements de The Seeds of Death. Dans le résumé, j'ai essayé de vous remettre un petit peu le contexte du 21e siècle à l'époque, et dans les paramédias, je peux techniquement faire un pont en vous disant ce que les paramédias en disent de la suite des événements de The Seeds of Death. Selon les Virginia Adventures, cependant. Donc, une timeline parallèle est tout aussi valide selon Steven Moffat, je rappelle, merci. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la suite, me demanderez-vous? Eh bien, cela vient d'une trilogie de nouvelles, qui ne montrent pas les Ice Warriors comme ennemis principaux, sauf pour l'une d'entre elles, mais les autres, même sans les montrer, les évoquent. Donc, développent le lore du 21e siècle humain, voire 22e siècle. Premièrement, on a Transit, la 10e nouvelle des Virginia Adventures, écrite par un certain Ben Aharonovich. Ben Aharonovich, qui a écrit qui a écrit deux épisodes télé du 7e Docteur, Remembrance of the Daleks et Battlefield, dont le premier est quand même globalement reconnu comme un excellent épisode, et dont le deuxième divise plus, même si j'ai rien de particulier contre lui. Deuxièmement, on a Legacy, la 25e nouvelle, écrite par Gary Russell, quand même, excusez du peu, qui a écrit et dirigé des tonnes de trucs sur l'univers de Doctor Who. Vous en faire la liste servira à rien, mais si vous voulez savoir, il a jamais écrit pour la série. Par contre, il a écrit pour quasiment tout le reste. Oui, voilà. Je pense quand même qu'il a même écrit des histoires pour le jeu vidéo. C'est possible. Le dernier en date. On a, la petite application, un peu comme Nick Rush. Enfin, petite application dans le jeu, c'est même un jeu PC. Mais c'est même si c'est bien lui, je crois que c'est officiellement la dernière. Il a dit que ce serait sa dernière histoire pour Doctor Who. C'est quel jeu tu dis? C'est Attends, Doctor Who tu parles Infinity. de l'application mobile Infinity, Non, ok. pas Legacy, Oui, c'est ça. Infinity, c'est le qui a suivi. Infinity, ok. Mais d'accord, ok. Et enfin, on a God Engine, la 51e nouvelle, la seule à montrer des Ice Warriors et des Daleks. Oui, alors, juste avant, petite parenthèse, en fait, je précisais avec le jeu vidéo parce que tu es pas sans savoir qu'il y a un jeu vidéo qui a annoncé un jeu en VR. Oui. Voilà, ok. Donc, du coup, c'était pour la confusion. Okay. Non, je parle du jeu. Ok. Et donc, enfin, on a God Engine, la 51e nouvelle, la seule à montrer des Ice Warriors et des Daleks aussi, apparemment, écrite cette fois par Craig Hinton, qui n'a pas écrit beaucoup de trucs connus. Et ces trois nouvelles, toutes ensemble, nous expliquent un petit peu mieux ce qui a pu suivre les événements de The Seeds of Death. Et globalement, les relations interespèces sont assez tendues. On s'en doutait pas. Mais pendant encore près d'un demi-siècle, puisque God Engine se passe quand même en 2157. Rappelez-vous qu'entre-temps, les Daleks ont aussi mis leur nez dans les histoires en envahissant la Terre. Donc ça a l'air d'être une assez grosse période de l'histoire de l'humanité, assez complexe, avec les humains qui font face à beaucoup de menaces extraterrestres. Si après un siècle pareil, les humains se sont pas alliés, je sais pas ce qu'il faut, perso. Juste après les événements de The Seeds of Death, il y aurait eu une guerre de 100 jours, puisqu'elle a été sobrement intitulée la guerre de 100 jours. Thousand Day War. Elle se déroule entre 2086 et 2088, ce qui place indirectement The Seeds of Death en 2086 ou au moins en 2085. Alors, j'ai une petite question. Comment une guerre de 100 jours peut durer plus de 2 fois 365 jours? Oui, j'étais en train de calculer aussi. C'est, à moins qu'on n'a peut-être pas la date exacte. Je me suis trompé. C'est 1000 jours. Oui, parce que si vous avez bien suivi, j'ai dit Thousand Day War. Tout à fait. Pour moi, Thousand, ça veut rien dire. Donc c'est une guerre de 1000 jours, okay. puisqu'elle est sobrement intitulée la guerre de 1000 jours. Oui, c'est heureusement que tu n'es pas traducteur.
Fouet. J'ai écrit ça en 5 minutes, gros. Ok. Elle se déroule entre 2086 et 2088, Bon, ce qui place indirectement Seeds of Death en 2086 ou au moins en 2085. 2085. Très bien. Après, est-ce que peut toujours considérer cette date valide? Si c'est le cas, ça veut dire que ça se déroule près de 16 ans après The Moon Base. Donc au moins, on garde notre cohérence face à ce qu'on a dit tout à l'heure pendant le résumé. Si sachant que The Waiters of Mars se passe en 2059, 69, 119, 89, ça veut dire que la petite fille de Adelaide Brooke n'a que moins d'une trentaine d'années. Donc ouais, finalement, ça reste assez valide tout ça. D'accord. Donc au moins, on garde notre cohérence face à ce qu'on a dit tout à l'heure pendant le résumé entre les différents épisodes et la fin du 21e siècle humain. Et donc cette guerre oppose les Nations Unies et Mars, une périphrase pour dire les humains et les Ice Warriors à mon sens, et elle fait suite à l'attaque du Tiamat. Aucune révélation jusque-là. Ce qu'on sait, c'est que près de 45 000 soldats humains furent tués. Attention, moment chaud de larmes, Paris fut bombardé dans un acte de terreur. Allons enfants de la patrie. Heureusement, les Ice Warriors affaiblis ont perdu la guerre, quitté Mars pour trouver une nouvelle planète, et les humains se sont alors mis à la coloniser en masse. Je tiens juste à préciser qu'évidemment tout le monde se fout de Bruxelles, hein, parce que bon. Ouais. Apparemment, Paris brûle-t-il, n'est-ce pas? Ce qui, pour ce point précis, reste plutôt en accord avec le reste de la mythologie développée. Et justement, c'est notre deuxième et dernier point pour cet article Paramédia. Je vais vous faire la review d'un double épisode audio Big Finish sur les Ice Warriors, qui lui donc fait tout à fait partie de la chronologie des événements de la série, d'autant que tous ces événements ont été référencés plusieurs fois. Je vais vous parler de Deimos et de sa suite de Resurrection of Mars. Il s'agit du 5e et du 6e épisode de la saison 4 des 8 Doctor Adventures, qui est donc en gros la série officielle du 8e Docteur, commandée par la BBC à l'époque où le 10e puis le 11e Docteur étaient diffusés à la télé. C'est en audio, ça contient 4 saisons. Techniquement, le 8e Docteur a eu d'autres aventures en livre, en audio, en comics avant cette série, et il en aura en audio et en comics après elle. Donc ça ne représente pas la totalité de ses aventures, mais c'est bel et bien la série officielle du 8e Docteur, qui a été le seul à ne pas avoir eu son air, entre guillemets. La saison 4 sort au même moment que The End of Time partie 1, la dernière histoire du 10e Docteur, car c'est un épisode spécial Noël, puis se termine en début 2011, à l'époque de la diffusion de la saison 6. Ça, c'était le petit rappel contextuel nécessaire. Ça fait jamais de mal. C'est très bien. Merci. C'est dommage d'ailleurs que l'O3 ne soit pas avec nous, car elle aurait pu nous donner son avis dessus. Spécial dédicace à notre lot préféré. Si tu nous écoutes de l'au-delà, là où tu es. Alors il est pas mort, je précise, c'est juste que comme il est au-dessus de tout, il nous écoute de l'au-delà. Oui. Il est au-dessus de Au tout, mais en nord, dessous, dans les hein. goulags. Faut quand même pas pousser. Voilà, il est au-dessus de tout, sauf quand il s'agit de mettre une donut à The Invasion. Rassurez-vous, Donc- il reviendra. Tout à fait. Donc je vais vous parler de Deimos. Dans l'épisode Deimos, qui tient son nom de d'une des lunes de Mars, je le rappelle, c'est là où se déroule l'épisode se déroule au 23e siècle. Je crois pas qu'on ait de date précise, mais du coup, on est dans les années 2200 et quelques. Ça commence par un flashback d'il y a quelques milliers d'années, à l'époque où Mars n'était plus vivable pour les Ice Warriors, ou du moins commençait à ne plus l'être, et dans lequel ils se mettent en sommeil. À l'époque où se déroule l'épisode, les humains ont largement colonisé la planète Mars depuis le temps, et donc c'est bien là qu'effectivement ça colle entre tout ce que nous racontent les Virgins, tout ce que nous raconte la série et tout ce que raconte Big Finish, vous voyez. De toute façon, Big Finish a l'avantage d'être très pro-continuité, en essayant toujours de coller avec la série, donc c'est un gros avantage. Sur Deimos, il y a carrément un musée des Ice Warriors, et les humains la visitent. Malheureusement, les Ice Warriors présents sur Deimos se réveillent, et ils tentent de ressusciter Mars, entre guillemets, quitte à détruire les colonies humaines présentes dessus, planète que les humains eux-mêmes essayent de terraformer pour leurs propres besoins. Ce coup-ci, c'est bon. J'y ai pensé en plus en décrivant ça. Ils essayent eux-mêmes de rendre l'atmosphère habitable pour eux, entre guillemets. Et je dois dire qu'on ne peut pas s'empêcher de comprendre les Ice Warriors. C'est leur maison, vous comprenez. Mais ils montrent vraiment aucune empathie. Hein. Ils sont prêts à procéder à une extermination simple et complète. Ça semble effrayant. Juste pour reprendre la planète. Il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Il n'y a pas de vivre en paix tous ensemble. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Il est vraiment flippant. Il y a pas mal de tensions. Les Ice Warriors sont sans pitié. À un moment, ils n'hésitent même pas à abattre le docteur.
Bon, il est sauvé par le scénario, mais quand même, dans une série où forcément on peut pas se permettre de tuer le personnage principal comme ça, on a souvent des excuses du genre, il y a un personnage qui arrive ou ils hésitent à abattre le machin parce que ils se disent on en a besoin de lui. Bah là, ils l'abattent. Il est sauvé parce qu'il est protégé par un truc, mais au moins ils hésitent pas à le faire. Donc c'est notable. Petit exemple amusant pour vous montrer le côté sans pitié d'Ice Warrior, il y a une plaque sur laquelle est inscrit quelque chose dans le langage Ice Warrior. Surtout que je rappelle que c'est un musée maintenant, Deimos. Et un gars du musée, un historien et linguiste, je suppose, expert dans leur culture, négocie pour sa vie en montrant la plaque et en disant « Regardez, il y a écrit sur cette plaque qu'il n'y a pas d'honneur à tuer les prisonniers. » Et on sait que l'Ice Warrior et l'honneur, c'est très important. Et là, l'Ice Warrior lui rétorque « Non, c'est une mauvaise traduction. Il y a écrit « Il n'y a pas d'honneur à laisser survivre les prisonniers. » Et il le bute. Ok. Du coup, Très très bon trash. épisode, 8,5 sur 10. Voilà. Bon, Non, ça, vraiment. comment dire, ça donne un certain compas moral, comment dire, à vouloir être un bon traducteur. Ça te donne les enjeux. Si t'es un mauvais traducteur, voilà ce qui peut t'arriver. Mourir. C'est clair ce que je raconte, Oui. pas du tout. Oui, tout à fait. Oui, Ok, patron. d'accord, j'avoue que Linkat, est-ce que tu crois qu'il est en train de me lasser toute la team là Non, Ouais, pas là, du je- tout, pas du tout. je veux que les choses soient claires entre nous. Je pense que Capi est... Je te rappelle que t'es traducteur aussi. Non, je suis pas Ah, moi, traducteur, je- moi. Non, non, je parle à Zopoman. Moi, je n'ai aucun problème à traduire. Hein. Je vois pas de quoi vous parlez. Oui, mais lui, c'est Je le sais la patron, différence donc il entre fait ce 100 qu'il et veut. 1000 en tout cas. C'est déjà ça. Le diptyque est pas terminé, parce qu'alors que le docteur s'apprête à détruire les Ice Warriors en faisant péter une bombe qui fournirait l'énergie pour transformer Deimos en une étoile, et de se faire rendre l'atmosphère de Mars vivable pour les humains, alors je sais plus si ça oblige les Ice Warriors à fuir ou si ça les tue, mais c'est pas forcément le détail le plus important. Mais c'est-à-dire qu'on commence à être au cœur d'une intrigue bien plus complexe en fait, à base de conséquences extrêmes sur le futur de l'univers, parce que l'épisode d'avant s'est terminé sur un gros cliffhanger, à base du retour d'un ancien compagnon du 8e Docteur, mais que l'on savait désormais accompagné d'un autre personnage que vous connaissez. Et attention mes amis, je me rappelle que j'avais également teasé ça sur le Discord à une époque où j'écoutais l'épisode. Oui, c'est Je vrai. vous transmets l'image, comment ça s'appelle, la couverture de The Resurrection of Mars. Ceux qui n'ont pas l'image, c'est pas grave, je vous fais un petit descriptif. Ceux qui voient l'image, tant mieux. Voilà. Donc vous voyez cette image. Oui, Vous voyez le vieux monsieur derrière. oui. Voilà. Devinez qui est le vieux monsieur derrière. Le maître. Allez-y. Ce n'est pas le maître. Oh, oh. C'est Jamie. Ce n'est pas Jamie vieux. Bon, bah, du coup, ça n'a aucun intérêt. On peut passer à la réponse. Ligne 4. Non, bah Qui moi, c'est j'ai aucune idée. C'est un vieux Ok. monsieur chauve. C'est le moine. Oh, le moine. C'est le moine. Oh, le moine. C'est le moine. Toujours la Incroyable. connaissance. C'est Tide le Meddler. moine, c'est le moine. Le personnage qui apparaît dans The Time Meddler en saison 2. Voilà. Et il a un plan vachement sophistiqué pour embêter le docteur et changer les événements de l'univers comme ça l'arrange. Évidemment, comme vous le remarquez, il a changé de visage depuis sa dernière apparition. Voilà, donc il s'est certainement régénéré. Je vais pas trop en dire. Ce que je peux tout de même dire, c'est que les Ice Warriors auraient dû se réveiller beaucoup plus tard que ça, à l'origine par exemple. On parle de plusieurs siècles, mais le moine était dans les parages. Au passage, le moine, bien qu'il ait régénéré et ne se fasse pas passer pour un moine dans cet épisode, précise bien que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ça fait un Ok. petit peu le Recon Big Finish, explique que c'est un nom qu'il aime bien et que ça le représente bien parce que c'est un appel philanthropique. Voilà, en gros, ils donnent le beau rôle, quoi. Ok. Ouais, en gros, ils donnent le beau rôle. Alors, c'est un petit peu comme le docteur qui dit « Oui, moi je suis celui qui soigne les gens. » Mais pour en revenir à l'épisode, là où il commence à vraiment partir très loin en termes d'intérêt, c'est quand on se rend compte que le moine s'amuse à tourner la tête des compagnons du docteur, anciens ou actuels, pour qu'ils le rejoignent, lui, en faisant passer le docteur pour celui qui interfère. Et c'est là que s'opère une grosse dichotomie entre le docteur et le moine, et la question de moralité. On le sait en plus que le docteur interfère réellement avec le temps, et du coup ça fait un peu éclater sa mauvaise foi. C'est superbe. Pour vous donner un peu de contexte sans trop spoiler, on parle d'une action qui mènerait à la colonisation d'une nouvelle planète par les Ice Warriors, mais qui serait faite de manière horrible, étant décrite comme une des pires catastrophes de l'univers par le docteur.
c'est-à-dire à base de génocide en gros. Vraiment, on connaît les Ice Warriors, on sait de quoi ils sont capables. Le moine profite de toute cette zone de flou pour manipuler et montrer les événements aux compagnons. Il appelle même le docteur d'irresponsible time meddler, donc d'interféreur temporel irresponsable. Vous Time voyez comment Meddler, il retourne référence la à l'épisode. situation? Pardon? Time Meddler étant le titre de l'épisode où le moine apparaît. Bien sûr, vous voyez comment il retourne la situation? Incroyable, ouais. Le truc dans son argumentation, c'est qu'on peut reprocher au docteur son comportement d'interféreur, c'est vrai. Mais les actions des Ice Warriors, c'est pas de sa faute. Après tout, il a pas empêché de faire il les a empêchés de faire la même chose sur Mars. C'est pas de sa faute si, en allant coloniser une autre planète, ils s'y prennent mal. C'est pas de sa faute s'ils sont pas pacifiques, les Ice Warriors, finalement. Et le docteur justifie son choix en parlant d'impact sur la toile du temps, The Web of Time. Alors, la toile du temps, c'est un concept présenté à la fin de la série classique pour parler des événements de l'histoire de l'univers, et qui prend souvent en compte le voyage temporel d'ailleurs. Et quand le docteur dit parfois que c'est impossible de changer tel ou tel événement sur la toile du temps, typiquement, aujourd'hui dans la nouvelle série, c'est ce qu'on aurait tendance à appeler un point fixe dans le temps. Voilà, pour vous mettre un petit peu sur des rails, pour vous faire comprendre un petit peu les parallèles. Et parce que Big Finish n'en a jamais fini avec la profondeur dans cet épisode, il se conclut même sur un discours du docteur sur son ancien lui, donc le 7e docteur, et dit la phrase suivante, quand on lui demande, traduit par votre serviteur: pourquoi il n'a pas appuyé sur le bouton et sauvé des milliers de vies dans le futur lointain? Parce que j'ai été cet homme. Il n'y a pas si longtemps encore. J'étais l'homme avec le plan de maître. Tout cela au nom du plus grand bien. J'ai commencé à calculer ça mathématiquement. C'est comme ça que le mal commence, en pensant que la fin justifie les moyens. Et pas de retour en arrière. Pour sauver des millions, on en laisse mourir 10, puis 100, et puis pourquoi pas 100 000? Un nouveau corps, un nouvel esprit, et je ne voyage plus jamais seul, pour ne jamais oublier à quel point une seule vie est importante. Ce qui est parfait dans ce discours, que j'ai un petit peu coupé quand même, c'est que ça justifie beaucoup de choix et de contradictions du docteur dans la nouvelle série. Entre ces « ne jamais tuer » et ces moments où il pète complètement un câble et défonce tout le monde, c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire. Et regardez, encore dans l'épisode de Seeds of Death, le docteur avant ça, il n'a pas trop de problème à tuer. Donc vraiment, le 8e docteur, c'est un tournant, et finalement, ça justifie un peu son comportement, ses contradictions, ses dilemmes. Qu'est-ce que c'est le dilemme du docteur? C'est un peu ça. Genre A Good Man Goes to War, dans l'épisode dans lequel il faut récupérer le bébé d'Amy et Rory, on peut pas s'empêcher d'y voir une certaine logique et continuité, puisque au nom du plus grand bien, il se montre extrêmement manipulateur, on voit à quel point les gens sont effrayés par lui, on se rend compte à quel point c'est un peu un chef de guerre presque. Et voilà, donc du coup, un épisode magnifique. J'ai déjà beaucoup parlé. Du coup, pour finir sur plus léger, je dois prévenir qu'il y a aussi du clash entre anciens et nouveaux compagnons. Pas tout à fait à la manière de Rose et Sarah Jane dans School Reunion, mais c'est assez marrant. D'accord. Je lui donne bien la même note que le précédent, entre 8 et 8,5 sur 10. Voilà, Okay. Deimos et Resurrection of Mars, 8, 8,5 sur 10. Voilà. Ok. Je vous conseille d'écouter la saison 4. Ce sera tout, oui, évidemment. Ok. Et bien maintenant, nous allons passer à notre avis sur l'histoire. Link, veux-tu bien commencer, s'il te plaît? Mais bien sûr. Alors, Seed of Death, écoutez, très bon scénar. Tout est bien ficelé, le fait que les Ice Warriors arrivent, ils essaient de marsoformer. Oui, marsoformer, bien vu. Marsoformer la Terre pour justement pouvoir y établir une base et surtout virer tous les humains parce que finalement, ils servent vraiment à rien, ces types. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très bien. Les Ice Warriors, c'était une surprise. Tu t'y attendais pas? Si, moi je m'y attendais, puisque forcément j'ai vu tout le reste, mais quand tu démarres en fait l'épisode, imaginons revenons dans les années 60, tu allumes ton poste de télévision, tu sais qu'il y a un truc qui est Doctor Who, alors The Seed of Death, bon, qu'est-ce que c'est que ça va être? Et pendant tout un épisode, tu ne sais pas que ce sont les Ice Warriors. C'est vrai. Effectivement. C'est une surprise faite. Maintenant, tu peux le deviner, bien entendu, avec leur fameux... leur manière de parler, mais... Tu ne sais pas, en fait, que c'est ça. Mais... Et j'ai oublié, en fait, de dire ça, ou surtout dans mes anecdotes, c'était que quand il avait été surnommé The Emperor of the Red Planet, le titre donnait, en fait, l'antagoniste de l'épisode. Alors, la BBC avait aussi demandé qu'on change ça. Alors, du coup, ils avaient fait The Seed of Death. Impossible de deviner à l'avance qui ça va être l'antagoniste. Oui, c'est clair. Ensuite, moi j'ai bien aimé le voyage en fusée. Quand ils se disent, on va aller porter secours.
t'as Jamie et Zoé qui sont mais à mourir de rire dans la fusée, surtout Jamie. Quand il joue le zéro gravité, là, c'est Oui, c'est ça. Moi, confondant de réalisme. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Puis il y a aussi des trucs comme ça qui m'ont fait un peu rire. Genre la tête de Osgood au premier épisode, quand l'Ice Warrior le menace, étant donné qu'on ne sait pas encore que c'est un Ice Warrior, la caméra est mise au niveau de la tête, en fait, comme si c'était un FPS. Oui, en fait, on a un la vue de l'Ice Warrior quand il regarde Osgood avec la belle tête d'Osgood bien ronde. Ça m'a fait quand même assez rire. Donc ça, c'était vraiment pour les points positifs. Ça, très bonne histoire. Ensuite, dans ce qui m'a un peu déplu, c'était le docteur qui était assez violent quand même. Donc comme tu avais dit tout à l'heure, l'aigle, normalement le docteur il est assez pacifiste, il tue personne, tout ça. Ouais. Là tu vois carrément prendre les armes avec de l'énergie solaire, donc on s'imagine que ça doit être quand même assez violent. Il a vraiment pas de mal à tuer les gens. Ouais, dans celui-ci, franchement non, quoi. C'est allez vas-y que je te tire en ligne de mire, là il peut limite pas bouger, et c'était fini quoi. Mais du coup, finalement, comme je disais, c'est vraiment le 8e docteur qui enclenche une transition à cause du 7e docteur qui va trop loin. Et après, on a toute la nouvelle série où il est partagé entre ce dilemme moral, ne pas tuer et péter un câble. Oui, même Patrick, on voyait quand même que dans la plupart des épisodes, il n'était pas si violent que ça, je trouve. À la toute fin, dans l'épisode 6, quand il a finalement fait dévier l'intégralité de la flotte des Ice Warriors vers le soleil, tu le vois avec limite un petit sourire narcissique comme ça, grâce à moi vous êtes tous morts quoi. Et tu le vois, il est tout fier de son plan quoi. Le second docteur est un mini Seven, je trouve, dans le sens où il est un petit peu manipulateur. Un petit peu goofy, tu sais, genre il fait son clown, mais en fait il est un petit peu manipulateur, tu te rends pas compte, tu vois, genre c'est limite s'il cache son jeu en étant un petit clown. Et alors c'est pas au level de Seven, mais c'est-à-dire que ça reste quand même un mini Seven dans la potentialité, donc du coup c'est pas si étonnant qu'un jour il soit devenu le 7e docteur. Ça peut s'expliquer comme ça alors. Et sinon, moi j'ai aussi été un peu perdu avec les team-mats, genre tout d'un coup il remarche, parce que, tout d'un coup non, ils l'ont réparé, donc du coup il remarche, on peut renvoyer des trucs vers la Terre, 30 secondes plus tard, hop, c'est de nouveau en panne, alors du coup on peut plus revenir, et pendant ce temps-là, évidemment la fusée était partie, mais ça servait à rien, parce que comme Nopal avait dit tout à l'heure, il fallait seulement attendre 3 heures, et je m'étais un peu perdu là-dedans en me disant, c'est l'aigle, pardon, je m'étais perdu en me disant, tiens, mais finalement, elle marche ou pas? Donc voilà. Ok. Quelle note? Une petite note de 7 sur 10. Très bien. 7 sur 10. L'aigle. Alors, je note la note de Linkat et hop. Alors, je trouvais que c'était un épisode amusant. Il était ni trop long, ni trop court. J'ai trouvé que les Ice Warriors, enfin, ça c'est toujours été le cas, sont assez charismatiques dans leur rôle de méchants. Je sais qu'il y en a qui sont pas convaincus avec la série, mais je reviens sur Deimos et The Resurrection of Mars. Je pense que ça peut vraiment réconcilier des gens avec les Ice Warriors, ce genre d'épisode. J'ai trouvé que c'était un plan intéressant, l'idée de la marsoformation, la terraformation, mais de Mars. J'ai bien aimé la plupart des personnages. Ils ont essayé de développer un peu la période dans laquelle on est avec un système économique lié au Timat. C'est plutôt intéressant. Évidemment, 6 épisodes de 25 minutes qui de plus s'articulent autour de la menace Ice Warrior, ça donne peu d'espace à un développement extrêmement riche. Mais comme on en a parlé plusieurs fois, tous les épisodes entre eux, de toute manière, créent un développement qui finalement devient assez riche. Et Doctor Who change souvent d'époque. Donc du coup, ce sont les époques et les lieux les plus visités qui ont le droit au plus de développement. Heureusement, le 21e siècle s'en sort assez bien. C'est surtout le présent de la Terre qui s'en sort. C'est surtout lui qui est vraiment très 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 développé. C'est le lieu, l'endroit de Doctor Who qui est le plus développé quand même. Et c'est dommage parce que c'est pas le lieu le plus exotique. Donc c'est peut-être un petit regret que j'ai autour de Doctor Who de temps à autre, mais ça m'empêche pas d'adorer la série, justement pour ses changements réguliers. Juste que peut-être mélanger un peu des deux, ça peut être agréable parfois. Et c'est ce que la série fait parfois. C'est ce qui rend la série absolument fantastique, hein, mais enfin bref, je m'égare. À la base, je place surtout comme point positif le fait qu'il y a un début de développement, de contexte qui s'articule autour du Timat. Étonnamment, j'en avais un très bon souvenir et le revoir m'a pas transporté plus que ça. Je suis assez déçu en fait. En fait, c'est bizarre, genre.
j'avais vraiment un bon souvenir. Je dis, ah ouais, c'est un cool épisode. Et là, je le regarde et ça m'a pas plus transporté que ça. Alors du coup, je suis un peu déçu. Voilà. Peut-être que tu l'as regardé avec les mauvaises personnes. Oui, Je vois pas de qui tu parles. Sinon, je trouve quand même que c'est un peu ridicule le look de Playmobil. Mais sinon, voilà, je les aime bien quand même. Et à mon deuxième visionnage, j'ai eu du mal à comprendre la fin aussi. Mais bon, heureusement, relire un résumé, ça m'a un petit peu réussi de me remettre sur les rails. Mais j'ai eu un petit peu mal à comprendre la fin. Du coup, si je devais lui donner une note, je dirais 7 sur 10. Ok. Quant Copieur. à moi, je vais être bien plus avare en paroles. En tant que point positif, je trouve que les Ice Warriors sont des méchants qui fonctionnent très bien, en tout cas pour cet épisode. C'était beaucoup plus ridicule pour moi dans leur précédente incarnation. Ce qui me plaît bien dans cet épisode, c'est d'avoir ce niveau hiérarchique. Donc on voit qu'il y a une sorte de grand chef dans son vaisseau dont on voit pas vraiment le corps. Après on a le mec version mince dans la base, et il y a la version où ils ont leur ventre pointu, là, un peu chelou. Donc moi ça m'a bien plu de voir qu'il y avait une sorte d'organisation, de hiérarchie, ça fonctionne assez bien. L'histoire se tient, et c'est même plus que ça, je trouve qu'en fait il y a un développement du background qui est assez fou, avec toutes les histoires de Timad, il y a plein d'idées qui sont en fait balancées, pas vraiment développées, et justement ça crée une ambiance qui fonctionne très bien, où on a beaucoup de concepts qui sont mis en avant, et ça me plaît bien. Malgré tout, les points négatifs, je trouve que, comme l'a dit Link, moi je les prends avec le Timat, mais aussi parce que ils font les allers-retours dans tous les sens, on sait pas où, enfin c'est un peu complexe de suivre ce qui se passe avec ces télétransporteurs. Et également, comme le disait l'Aigle, la conclusion, je la trouve finalement assez abrupte, et il se barre. Enfin, on sent qu'il savait pas trop comment conclure l'histoire. Il savait pas trop comment conclure l'histoire, et c'est un peu genre, bon bah allez, le docteur est parti, allez, ciao, et c'est fini. En fait, le docteur, c'est Lucky Luke. Exactement. Ou Batman, ça dépend. Ouais. Quand tu vois les choses. Mais C'est c'était un peu comme d'ailleurs ça une seconde, le docteur s'est barré. de la conclusion de The Invasion aussi, de mémoire était aussi un petit peu comme ça. Dans tous les cas, je vais mettre une note un peu plus élevée que vous. Je vais mettre 8 sur 10 parce que je trouve comme que c'est une histoire qui est très solide. Je trouve que le contexte est très bien amené, et en plus elle est assez drôle finalement. Il y a aussi des moments qui sont je crois que c'est ce que j'avais dû mettre 8 sur 10 avant mon deuxième visionnage. Je sais pas pourquoi mon deuxième visionnage m'a refroidi. Je ne pourrais pas répondre à ces questions. Donc quelle est la moyenne, l'Aigle ? On a 2,7 plus un 8, ça nous fait une moyenne de 7,33. Plaçant oui. l'épisode 7e meilleur épisode depuis The Tomb of the Cybermen. On rappelle que le 7e épisode tout à l'heure c'était tu veux dire lors du dernier épisode? Ah, les joies du montage. De Wiblicast. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Lors du dernier épisode du Wiblicast, le 7e meilleur épisode, c'était The Abominable Snowman, qui passe maintenant donc 8e épisode. Il lui pique sa place. Et le 6e meilleur épisode, c'est The Invasion, justement. Ok, très bien. Qui aurait pu être meilleur si l'O3 ne lui avait pas mis 5 sur 10. Exactement. Et pas 10 sur 10 à Abominable Snowman. Un gros couteau dans la plaie encore. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? La D'accord, mousse. donc je prends ça pour un oui. Non, je plaisante. Alors donc, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, Facebook et notre forum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces vers, des étoiles sur iTunes et des commentaires. Et vous permettrez peut-être de faire tomber la pluie. On se retrouve pour le prochain épisode du Wiblicast. Et en attendant, n'oubliez pas. You must be destroyed. You've got no orders to kill me. Your leader will want to speak to me. Humans are our enemies. But I can be useful to you. Like Hewsham. Your leader will be angry if you kill me. I'm a genius.